C'est la première chose que j'ai dit quand je me suis planté. J'ai dit mes jambes, mes jambes, mes jambes. Et j'ai tout de suite compris. Je me suis dit, ça y est, je suis en chaise roulante, quoi. À 30 ans, François est un ingénieur féru de sport et de voyage. Jusqu'à ce qu'un grave accident vienne tout chambouler. Après des mois de revalidation, il parvient à remarcher, mais il garde des séquelles. Malgré 5 opérations de la colonne, il souffre du dos en permanence et le bas de sa jambe reste paralysé. Sans espoir d'amélioration, François plonge un temps dans la dépression. Il en sortira à coups de pédale sur les routes du monde. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je m'appelle François et j'ai 46 ans. En février 2006, j'ai eu un accident de parapente. Ça faisait un mois et demi que j'étais là-bas au Népal, je volais tous les jours. Et puis voilà, ce jour-là, j'ai eu un accident. Qu'est-ce qui a causé l'accident ? Une fermeture de voile, là ça devient un peu technique, mais c'est les conditions qui étaient assez fortes et turbulentes. Et il y a eu une fermeture de la voile, et j'ai pas réagi assez vite pour la réouvrir. Et voilà. Donc j'ai atterri violemment en position assise sur le sol, et d'un coup, ça a provoqué une fracture de ma 3e lombaire, et accessoirement une fracture du poignet, mais je suis resté conscient tout le temps, donc je me souviens très bien de tout. Mais bon, pour le même prix, l'accident de parapente, j'aurais très bien pu ne pas l'avoir, ça se jouait à pas grand-chose. Ou si je tombais un peu plus sur le côté, je me cassais la jambe, et une fracture de la jambe ou du bras, ça se répare. Une fracture de la colonne, c'est nettement plus méchant. C'est la première chose que j'ai dit quand je me suis planté. J'ai dit mes jambes, mes jambes, mes jambes, et j'ai tout de suite compris. Je me suis dit, ça y est, je suis en chaise roulante, quoi. Et par chance, j'essayais en fait de me reposer à l'endroit du décollage. Donc il y avait des gens. Il y a des gens qui ont pu m'aider directement. Je ne me suis pas retrouvé au milieu de la montagne tout seul. Directement, au moment où je suis tombé, ils sont venus m'aider. Et puis ils ont construit un brancard avec les villageois. Puis on m'a transporté jusqu'à l'arrière de la Jeep sur laquelle on avait essayé de faire un pseudo-matelas avec plusieurs voiles de parapente. Et puis il a fallu descendre toute une piste où ça secouait beaucoup, et donc c'était des douleurs atroces dans le dos à ce moment-là. Et puis encore des heures de route dans la montagne, dans le noir à la fin, pour aller jusqu'au premier petit hôpital de campagne, où je suis resté 2 jours, 3 jours, je ne sais plus très bien. Je me souviens du début, mais après, à un moment, ils m'ont donné de la morphine, et là, je ne me souviens plus trop. Et puis au bout de 2 ou 3 jours, on m'a transféré dans un petit avion militaire jusqu'à la capitale. Et puis j'ai vu un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait m'opérer d'urgence, qu'on ne pouvait pas me rapatrier en Belgique. Et donc on m'a opéré là-bas. Et là, on m'a opéré donc, par l'arrière de la colonne vertébrale. Donc on l'ouvre le dos. Et on m'a fait une laminectomie. Donc on enlève les lames qu'il y a sur les vertèbres. Je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble une vertèbre, mais c'est comme une côte d'agneau, en fait. Tu as 3 petites lames. Et on a enlevé les lames, et puis on a enlevé tous les fragments d'os qui comprimaient la moelle épinière. Et grâce à ça, directement dans les jours suivants, la moelle épinière a commencé à refonctionner partiellement. Et comme le corps vertébral était explosé en 1000 morceaux, on a bloqué les articulations. En fait, la colonne vertébrale, c'est un ensemble d'os, des vertèbres, avec des disques qui, eux, sont en cartilage. Et quand on enlève les disques, on attache les vertèbres ensemble, dans le but qu'elles se soudent, en fait, de former un seul os, former une espèce de colonne de plusieurs vertèbres. Et après plusieurs semaines, j'ai pu rentrer en Belgique, où on m'a dit que la première opération avait été bien faite, mais qu'elle n'était pas suffisante, parce que la moelle avait été décomprimée, mais la colonne n'était pas droite. Et donc il a fallu réintervenir par l'avant, et là c'est une opération beaucoup plus lourde, parce que quand on opère par derrière, juste sous la peau, on est sous la colonne. Tandis que pour aller par l'avant, il faut enlever toutes les tripes pour accéder à l'autre face de la colonne. Et ça, c'était une opération nettement plus lourde. Et là, je suis resté KO pendant un mois. J'ai perdu 20 kilos.
Et puis après seulement, j'étais dans le centre de revalidation. Et là, progressivement, j'ai commencé la revalidation. Donc, d'abord, tu passes du lit à la chaise roulante. Et puis, déjà, rien que les premières fois, te remettre debout quand tu es resté couché pendant des semaines, juste le fait de te relever, c'est super dur. Donc, on te relève progressivement, un peu plus souvent. On te remet droit, puis en chaise roulante. Et puis, des exercices pour essayer de faire fonctionner un peu la jambe, surtout la gauche qui fonctionnait. Et puis les premiers essais pour remarcher avec, dans des barres parallèles ou suspendus au plafond sur des tapis roulants. Et puis avec différents appareillages, un cruropédieux, un truc qui bloque l'articulation du genou. Le genou à droite était trop faible, donc en fait dès que je m'appuyais dessus, il pliait, donc je m'enfonçais dans ma jambe. Et puis marche avec des béquilles, et puis finalement sans béquille, avec juste la telle qui me reste maintenant, donc un releveur du pied. Est-ce que tu as eu peur de ne pas remarcher ? Oui. Ouais, dès le début, j'avais de l'espoir, puisque assez vite mes doigts de pied ont rebougé. Donc au début, j'avais de l'espoir et j'étais plutôt battant. J'avais envie de récupérer, évidemment, donc j'ai fait le maximum pour essayer de récupérer. Et j'ai bien bossé pendant ma revalidation. Je faisais le double des exercices que les kinés me demandaient. Et c'est plus sur la fin, quand ils m'ont dit que c'était fini, que je devais rentrer, que là ça m'a déprimé, que de voir que j'allais pas récupérer plus, quoi. Et aujourd'hui, de quels symptômes est-ce que tu souffres au quotidien ? Mal au dos en permanence, mais que je sais facilement faire diminuer en changeant de position. Quand ma colonne est verticale, j'ai fort mal. Quand elle est plus ou moins horizontale, ça va mieux. Le mieux, c'est coucher. Quand je suis complètement couché, j'ai pas mal au dos. Et si je suis à moitié couché, comme maintenant, appuyé en arrière, ou par exemple sur un vélo appuyé en avant, ça va mieux. Donc chez moi, la jambe gauche a récupéré à 100%, et la jambe droite a récupéré jusqu'à la moitié, en fait, jusqu'au genou. Et en dessous du genou, c'est toujours paralysé. J'ai aucun mouvement dans la cheville et aucune sensibilité en dessous du genou. Ma jambe, elle me dérange profondément, elle me fait pas mal, mais j'ai l'impression d'avoir une branche morte qui pend au bout de mon corps, et je déteste ça. Avant, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de voyages, et je bossais. J'avais aucun problème physique, tout allait bien, quoi. J'avais 30 ans, j'étais au top de ma forme, je courais, voilà. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de progrès possible, j'ai commencé à déprimer fort. C'est plus à ce moment-là que ça a été dur psychologiquement, plus qu'au début. Et à ce moment-là, ouais, je voulais mourir, je crois, un peu quand même, ouais. J'étais fort déprimé, j'ai pas été au mariage de mon frère, quoi. Parce que j'étais en dessous de tout, c'est juste parce que moi j'étais pas bien. Parce qu'en gros, je me suis battu à fond pendant la revalidation, pendant un an et demi, les opérations, la kiné, la revalidation tous les jours. Puis je suis rentré chez moi, j'ai continué, j'ai fait du vélo d'appartement à mort. J'ai fait 10 000 km sur un vélo d'appartement que mon père m'avait acheté. Et puis j'ai arrêté, et puis pendant plusieurs mois, j'ai juste glandé sur Internet, à télécharger de la musique et à regarder des films, et en fait je déprimais à ce moment-là. Et j'étais vraiment en dépression, je pense. J'ai jamais voulu aller voir un psy ou quoi, parce que pour moi ça servait à rien, mais j'étais en dépression. Et je m'emmerdais, j'avais plus rien à faire, j'avais décidé que j'allais trop mal et que je faisais même plus un effort pour aller voir les concerts de mes groupes préférés. J'ai une copine qui s'est suicidée à cette époque-là, celle qui m'avait appris à voler en parapente. Et je l'ai toujours admirée, parce que je me dis, putain, il faut vraiment une force pour passer à l'acte.
Et elle l'a fait. J'avais des potes qui lui en voulaient, mais moi, je garde toujours un côté un peu admiratif. Moi, j'ai jamais eu les couilles de le faire, en fait. Donc, je l'ai pas fait. Et donc, t'as pas le choix, tu continues à vivre. Et puis, c'est avec le vélo, en fait, que j'ai repris goût à la vie. J'ai fait des balades avec un copain à Gand, le long des canaux. Assez vite, on a fait des balades d'un jour ou deux où on avait pris du matos de camping et où on a fait les premières balades en Hollande. Et quand l'été s'est terminé, je suis parti vers le sud, donc vers la France. Puis j'ai traversé la France et puis j'ai traversé l'Espagne. Et puis ce pote-là venait justement en Espagne, donc je l'ai appelé. Je lui ai dit de passer chez moi chercher mon passeport. Il m'a amené mon passeport dans le sud de l'Espagne. Et puis j'ai pris le bateau. J'étais au Maroc et puis j'ai terminé à Dakar. Ça, c'était le premier voyage en 2008. Combien de kilomètres ? 5-6 000, un truc comme ça. À cause de ses douleurs, François n'est plus apte au travail. Il fait alors le choix de voyager et de faire du vélo partout où c'est possible. Plus qu'un mode de vie, le nomadisme devient sa philosophie. T'as fait combien de pays ? 85. En dehors de la Belgique, j'en suis un peu plus de 140 000 km. Le tour du monde à l'équateur, c'est 40 000, donc j'ai fait plus de 3 fois le tour de la Terre. Il y en a beaucoup des tout petits, le Vatican et des îles paumées dans le Pacifique, etc., que je ne devais pas faire. Mais j'en ai fait beaucoup de grands. J'ai fait la Russie, l'Australie, l'Argentine, le Brésil. Donc le but n'est pas de faire tous les pays, mais plutôt de faire des lignes continues sur la map monde. Est-ce que tu as tes pays préférés, tes zones préférées ? En Europe, j'avais bien aimé l'Ukraine, parce que ça faisait un gros changement. De la Belgique jusqu'à la Pologne, en fait, ça reste un peu l'Europe qu'on connaît, quoi, l'Europe occidentale. Mais quand tu passes la frontière de la Pologne et que tu arrives en Ukraine, là, tu sens que tu rentres dans un autre monde. Et l'Ukraine, j'avais trouvé ça chouette. Est-ce qu'il y a des populations qui t'ont paru plus ou moins accueillantes que d'autres ? Ouais, en Colombie, je me souviens que c'est le pays où on m'a le plus arrêté pour me donner à manger et à boire. À peine passé la frontière, il y a un pick-up qui m'a dépassé et ils m'ont lancé une canette, je l'ai rattrapée, c'était une canette pleine de bière. Et il était 7h du matin. Et en Colombie, j'ai eu aussi des bus qui ralentissaient, qui arrivaient à mon niveau. Et le gars, le poinçonneur, le cobrador, comme il s'appelle ça, celui qui contrôle les tickets, m'a tendu du cash, quoi. J'étais en train de rouler, il m'a donné du cash. Et plusieurs fois des voitures qui me dépassaient, qui ralentissaient, qui me donnaient des fruits. Mais bon, ça m'est arrivé dans plein d'autres pays aussi. Hein. En Australie, au milieu de nulle part, tu as souvent des gens qui s'arrêtent, qui te donnent à manger et à boire. Les gens, en fait, sont partout les mêmes, quelque part. Les humains sont des humains et peu importe le pays, les gens sont bons, en fait, en général. Et, ils sont toujours intéressés par l'autre et ils sont sympas. Il paraît que les États-Unis, c'est assez fort comme ça. J'ai pas encore fait les États-Unis, mais il paraît que c'est un des pays où tu as un très bon accueil. L'Iran aussi est réputé pour ça. C'est aussi un autre pays qui me manque, qui est sur ma to-do list. J'ai pas pu faire... quand le Covid a commencé, j'étais au Pakistan et j'étais en train de demander mon visa pour l'Iran. Et puis tout a fermé, toutes les frontières. Et forcément, j'ai pas eu le visa, j'ai dû rentrer, mais... Donc je voulais faire l'Iran à ce moment-là, j'arrivais de Bali, et finalement j'étais de Bali à Karachi, et j'ai dû rentrer de Karachi. Et puis l'année dernière, j'ai réessayé d'aller en Iran par la Turquie, mais pareil, quand je suis arrivé au bout de la Turquie, c'était encore fermé l'Iran, donc j'ai pas pu y aller. Et ici, j'ai redémarré de Dakar, et j'ai fait donc Sénégal, Gambie, de nouveau Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Depuis 2012, j'habite plus à un endroit fixe. Je suis devenu un peu accro au nomadisme. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce nomadisme ? Justement, qu'il n'y ait pas de routine, quoi.
de ne pas avoir d'objets. Moins j'ai d'objets, mieux je me porte. J'essaie d'éliminer au maximum. Quand je reçois un message, dès que je l'ai lu, je l'efface. C'est complètement débile le monde dans lequel on vit, où on stocke sur des disques durs qui sont dans des hangars énormes, qui consomment des quantités énormes d'énergie. On stocke des conversations où il y a des smileys et toutes des choses inutiles. Donc moi, quand j'ai lu un message, je l'efface. Même les photos, je les garde pas. On en accumule beaucoup trop, je trouve. Plus personne ne va avoir le temps d'aller revoir. En fait, on prend tellement de photos tous les jours que y en a beaucoup trop. Ça sert à rien. J'adore la musique, mais ça fait des années, un peu après mon accident, en fait, je me suis débarrassé de tous mes CD. Et assez vite aussi de mes livres, et puis après de mes meubles et de mes fringues. Là, j'ai plus rien. Mon dernier pantalon, je l'ai donné à mon frère. Après, ce truc de me débarrasser des objets a commencé après mon accident, au moment où je suis rentré chez moi. Et en fait, je voulais me suicider, quoi, à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à donner tous mes objets. En fait, j'ai donné tous mes CD à mes potes, et puis mes livres à mes filleuls, et puis progressivement à me débarrasser de tout. Et puis j'ai commencé à voyager. Et donc c'était dans la même logique sur un vélo, tu veux pas transporter 500 kilos. Et donc moi, j'ai commencé à me débarrasser de tout. Et en fait, maintenant, moins j'ai de choses, mieux c'est. J'essaie d'avoir le minimum de choses. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en danger ? En danger ? Oui, tous les jours, il y a le danger du trafic, en fait. Le risque principal que je prends, c'est l'accident de la route. C'est de loin le plus gros risque. Ça fait des années que je m'intéresse au voyage à vélo. J'ai entendu une fois une histoire d'agression, jusqu'à l'assassinat. Mais par contre, j'entends chaque année des morts écrasés, quoi. L'accident de la route, c'est vraiment le truc le plus fréquent. Donc le vélo est dangereux. L'année dernière, au Kenya, j'ai eu du bol, quoi. Je me suis retrouvé inconscient avec une fracture du crâne. Et c'était la première fois que j'avais un accident sur 140 000 bornes. Sans compter les kilomètres en Belgique. Hein. Pour moi, ce serait une belle mort. Hein. Si je veux mourir de manière fulgurante, j'ai pas peur de mourir, en fait. Pas du tout. Si je me refais recouper une jambe ou un bras, ça me fait peur. Ou mourir d'un cancer, comme ma mère, ou mourir de... Souffrir, en fait. C'est souffrir qui fait peur, c'est pas mourir. Mourir, c'est rien. Et t'as toujours eu cette philosophie-là, ou c'est depuis l'accident ? Peut-être depuis l'accident, mais je crois que même philosophiquement, en fait... Mourir, c'est pas pire que naître, quoi. C'est rien, en fait. C'est off. Tout s'arrête. Donc, c'est rien, en fait, de mourir. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur de ça ? On le sait qu'on va tous mourir, c'est la seule chose dont on est certain. J'ai peur de me retrouver plus handicapé que ce que je suis, mais mourir, ça me dérangerait pas du tout, quoi. S'il y a un camion qui me chope, là, maintenant, en repartant, pas de regret, quoi. Retrouvez nos articles sur la lombalgie chronique sur enmarche.be. À bientôt.